Bonjour, bonjour. Merci de votre fidélité à la chaîne Khalid Léon. N'oubliez pas de partager, s'il vous plaît, de faire des pouces, les commentaires. Je m'en occupe, évidemment, je vous réponds au mieux, chers amis. Abonnez-vous à ceux qui ne savent pas encore, et puis n'hésitez pas, parce qu'il y a beaucoup d'abonnés, mais il n'y a pas toujours un retour de ces abonnés. Enfin, vous faites ce que vous voulez, hein. Je ne suis pas seul sur la toile, évidemment. Mais bon, moi, je ne prétends pas tout savoir, évidemment, ni tout analyser. Je fais avec ce que je peux, avec mes moyens. Comme je dis souvent, je ne suis pas journaliste, moi, je suis cultivé. Bon, c'est ironique, hein, c'est pour tacler, c'est prétendu. Monsieur je sais tout et madame je sais tout. À part ça, tout va bien madame la marquise, puisque on a appris récemment qu'une espèce de croûte, c'est-à-dire un tableau bidon que vous et moi aurions pu trouver au marché aux puces, qui a été peint, paraît-il, par la fille de madame Brigitte Macron-Trogneux, une peinture bidon avec quelques éléments. Hein. Eh bien, c'est pas Picasso, c'était plutôt une picassiette, puisque ce tableau a été acheté par l'Élysée, donc avec l'argent des Français, plus de 500 000 euros. 500 000 euros pour la fille à Brigitte Macron. Oh, ça s'appelle, comme vous voulez, chapartage, des picassiers, je ne sais pas trop. Il paraît que c'est le déplacement aussi, le dépassement de son abonnement téléphone au président aurait coûté 150 000 euros et plein de petites choses aussi. J'avais aussi appris récemment, enfin un moment, que madame Brigitte Macron, la première dame, n'est-ce pas, palpait comme ça pour son argent de poche la bagatelle de 500 000 euros, au-delà de tous les services qui lui sont donnés gratuitement. Enfin, ils ne seront pas facturés. Enfin, je vous dis ça et je ne dis rien. Chers amis, soyez les bienvenus. Commentaire, évidemment, comme je disais, je voulais apporter l'actualité, tandis que toujours les merdias ou le trottoir médiatique ou le boulevard médiatique s'acharnent toujours. Cette rage, cette infection contre l'islam se répand un peu partout. Français, réveillez-vous, protégez-vous de ces infections qu'est l'islamophobie, puisque ça mène au crime, ça mène à la collaboration indécente, donc protégez-vous. Changer de crèmerie, quoi, changer de chien de garde, changer de média pour essayer un petit peu de vous nettoyer les neurones. Bien, écoutez par exemple la chaîne Khalid Léon et plein d'autres chaînes effectivement qui sont ça et là. La rage est là, elle est partout. Monsieur Retailleau qui continue à s'exciter, d'ailleurs au point où je me suis dit sa fixation sur l'Algérie est maladive. Il faudrait peut-être l'aider à se soigner. Alors, je ne sais pas ce qu'on peut faire, peut-être transformer la place Beauvau en place Bugeaud, vous savez, ce criminel, etc. Peut-être que les choses rentreraient en place, je ne sais pas trop. Vous savez que dans les caves du ministère de l'Intérieur ont été torturés des Algériens. Je vous ai raconté l'anecdote de M. Boumaza qui, ayant rencontré un ministre français, lui a proposé de visiter les caves de Place Beauvau, et ce ministre algérien, ce résistant, avait dit non, je les connais, j'ai été torturé dans vos caves. Il y a plein de lieux comme ça où des Algériens ont été torturés. Bref, l'algérianophobie et l'islamophobie surtout font rage un peu partout, et j'aime beaucoup l'expression qu'a dit Kautar Adimi. Kautar Adimi, c'est la jeune écrivaine algérienne qui a dit au sujet de Retailleau, ça ne va pas lui faire plaisir, Retailleau, c'est le Scoopy de l'Algérie. Alors le Scoopy, vous savez ce que c'est? Scoopy, c'est un résidu, c'est quelque chose qui n'a aucune importance. Autrement dit, Kautar Adimi à vous dire, laissez-le s'exciter, etc. De toute façon, il ne peut rien faire à part remuer une oreille de temps en temps pour aspirer l'électorat un peu paumé, cet électorat effectivement travaillé par les chaînes de télévision et de radio. Kautar Adimi, c'est quand même l'auteur d'un livre excellent que je vous conseille réellement, qui s'appelle Nos richesses. Nos richesses, c'est l'histoire. Vous savez, tous les Français qui sont arrivés en Algérie n'étaient pas tous des fachos, des occupants ou des colonialistes. Il y avait ce monsieur Edmond Charlot qui arrive en 1930 en Algérie et qui va ouvrir une librairie qui s'appelle Nos richesses, justement. Je ne vous déflore pas l'histoire parce qu'elle est magnifique. D'ailleurs, le slogan sur la vitrine de cette librairie à Alger s'appelait « Un homme qui lit en vaut deux ». C'est pas mal quand même, c'est bien vu. Donc, lisez pour avoir, j'ai envie de dire, 2 fois plus de choses à penser et à partager. Alors, poursuivons avec 2-3 mots, évidemment, sur les personnages que j'admire, que je trouve très honorables, en tout cas qui ont beaucoup de courage. C'est Blanche Gardin, l'humoriste, qui est toujours effectivement mis de côté, écrasé par la dictature du showbiz. Mais que vaut le showbiz?
qu'un ensemble, une forme de proxénètes qui mettront et qui mettent qui ils veulent sur le trottoir de l'actualité. Alors, Blanche Gardin, pourquoi elle était mise de côté? Eh bien, parce qu'elle a soutenu et dénoncé les crimes en Palestine. Du coup, elle a été mise de côté et elle continue à se battre, Blanche Gardin. Et beaucoup de Français, ceux-là, qui ne se laissent pas manipuler par les formules ou les déclarations dilatoires, c'est-à-dire le vice pourri des médias en les détournant sur l'islam ou sur l'Algérie, etc., et qui comprennent qu'il y a quelque chose de pourri au Royaume de France, comme disait l'autre. Des gens courageux comme Blanche Gardin, il y en a beaucoup. Je parlais de Kautar Adimi qui disait les choses sur le Scopi que représentait Rotaillot, qui continue à essayer de gravir un petit peu le sommet pour arriver là-haut, mais là-bas il y a Darmanin qui l'attend là-haut et puis qui lui mettrait un grand coup de latte ou sur les mains pour qu'il puisse tomber de la falaise, parce qu'il me semble que Darmanin est un peu plus malin que l'autre, mais il y a tellement de singes qui veulent gravir les marches de l'Élysée. Ajoutez aussi, j'aime bien un football. Alors moi j'ai beaucoup aimé l'équipe du Maroc, puisque c'était la seule équipe maghrébine qui restait en lice au Qatar, et je soutenais toutes mes forces l'équipe du Maroc, comme vous très certainement, comme tout le Maghreb d'ailleurs, ou le monde arabe, sans être un fou de football. Hein. Et alors il y a un de ces joueurs qui est très courageux, qui s'appelle Hakim Ziyech, qui lui a dit récemment, qui vit d'ailleurs en Hollande, je pense qu'il joue en Arabie Saoudite ou au Qatar en ce moment, qui a dit en septembre dernier, si j'ai bonne mémoire, 2024, honte aux pays qui collaborent avec l'entité génocidaire. Honte aux pays qui collaborent. Alors il a visé plein de pays qui collaborent et qui normalisent. Alors normaliser, c'est le mot gentil, hein, pour pas dire collaboration et soumission à l'entité génocidaire. Je trouve que Hakim Ziyech est très très courageux d'avoir dit ça. Je félicite aussi évidemment les milliers de manifestants tangérois et casablancais qui manifestent pour que les bateaux qui apportent des armes de destruction massive à Israël ne débarquent pas à Tanger ou à Casablanca. Ils sont des milliers à protester. J'espère qu'ils finiront par gagner leur combat qui, quelque part, déshonore l'histoire de leur pays. Donc des Hakim Ziyech, je sais qu'il y en a plein. Il y en aura encore beaucoup, j'espère, dans l'histoire pour arriver finalement à la victoire. Évidemment, face à cela, il y a ceux qui déblatèrent sur, encore une fois, l'islam, sur la France de l'immigration, etc., sur l'Algérie, entre autres. Eh bien, ceux qui déblatèrent, eh bien, ce sont comment les qualifier? Ce sont les poupées gonflables, les blondes tarifées du négrier Bolloré, patron de CNews, qui s'évertue tous les jours à salir. Alors, l'Algérie, c'est au quotidien, l'islam, c'est H24. Vous avez vu les tronches, quand même, de ces pseudo-présentateurs qui portent sur leur chetron, comme dirait Renaud, les stigmates de la haine et surtout des espèces d'illettrisme qui encrassent leurs neurones au quotidien, ça déblatère. Enfin, c'est absolument infernal. C'est tout simplement au-delà de l'indécence, c'est de la pornographie de CNews. Eh bien, les poupées gonflables continuent à s'évertuer, celles qui servent en faisant un petit peu des déhanchements au service de Bolloré. Il y a aussi la Hanounaz, le Hanouna, l'espèce d'illettré Kaira. Et aussi, il y a l'autre blondasse à lunettes qui pense que ces lunettes vont lui donner une espèce de vertu d'intellectuel. Un certain Pascal Prout qui lui aussi n'arrête pas de déverser avec un vernis d'intellectuel qui donne envie tout simplement de se pincer le nez ou de vomir. Tous ceux-là sont là pour attaquer. Et derrière ça, il y a ceux qui, les prétendus intellectuels, comme la Miss Météo politique du trottoir médiatique, la blonde Marilyn Monroe des médias, la Mata Hari, la pseudo-espionne qui est là, c'est la BHL, n'est-ce pas, qui a été condamnée par le grand Kais Saied, le président tunisien, à 33 ans de cachot par contumace pour avoir tenté de déstabiliser l'économie tunisienne via les phosphates. Vous savez que la Tunisie vit du tourisme et des phosphates. Il a essayé de faire effondrer les commandes en Tunisie, très grave. Il a essayé un petit peu de saborder l'économie, comme il le fait toujours, l'économie tunisienne. Et en cela, avec d'autres choses, il a été condamné à 33 ans par la justice tunisienne. Alors, il oublie peut-être, lui qui prétend tout savoir, que la Tunisie, quand même, s'est basée sur une résistance via le syndicalisme et qu'un de leurs plus grands syndicalistes, Farhat Hached, a été assassiné par la Main Rouge, qui était l'équivalent de l'OS, à l'époque, c'était en 52, assassiné par l'OS,
pour sa résistance, pour la défense des Tunisiens, mais aussi pour l'économie tunisienne. Et tout ça, les Tunisiens le savent et voient arriver cette uluperlue, donc cette Marilyn Monroe du trottoir médiatique, vouloir démolir tout cet acquis politique, cet acquis économique, effectivement, c'est considéré comme de la haute trahison. Et puis, rappelons que Kais Saied aussi a criminalisé toute collaboration avec l'entité génocidaire pour toutes ces raisons. La Matahari des Merdia se voit effectivement interdire la Tunisie, se voit interdire l'Algérie aussi. Bon, il pourra toujours aller là où il aime. Alors, il ira à Tanger où il a une villa. Il ira aussi peut-être à Marrakech où je vous rappelle, si vous avez lu le journaliste marocain Omar Brouxi, il a su faire interdire et faire dégager un Marocain de Marrakech qui possédait un riad dans la même rue. Eh bien, BHL s'en est plaint. À qui de droit? Eh bien, ce Marocain a dû déménager parce qu'il faisait peur avec sa barbe à BHL. Voilà, vous dire un petit peu toute l'étendue de son pouvoir, chers amis. Évidemment, je ne vous apprends rien sur tout ça, je ne fais que faire un rappel. Exemple, par exemple, lorsque vous tapez sur les musulmans ou la banlieue ou sur le jeune de banlieue, eh bien, on vous déroule le tapis rouge. On vous déroule le tapis rouge. Lorsque vous tapinez, hein, c'est le cas de dire, tapinez, tapis rouge, on vous laisse venir. Prenez un exemple de quelqu'un qui a tout compris et qui heureusement s'est rattrapé. C'est Zineb El Razoui. Zineb El Razoui, lorsqu'elle est dans les médias, c'est la coqueluche des médias. Elle venait, quand elle déblatérait sur les banlieues, les jeunes, etc., elle disait même qu'il faut tirer à balles réelles sur les jeunes, etc. Rendez-vous compte de la folie. Elle s'est ravisée à un moment. Et son instinct de femme, un petit peu comme Blanche Gardin, a vu les crimes commis à Gaza, et elle a commencé à dénoncer ce génocide. Et du coup, Zineb El Razoui, qui avait même reçu un prix, le prix Simone Veil, s'il vous plaît, par la mairie de Paris, par Madame Pécresse, lui a été retiré dès qu'elle a compris que les banlieues, c'est une chose, mais le drame de Palestine, c'en est une autre. Et quand elle a eu le courage, Zineb, de dénoncer, eh bien, fini le tapis rouge, on lui a retiré le tapis rouge, et on attend le déroulement de ce tapis rouge pour d'autres tapineurs ou tapinaises. Bravo donc à Zineb El Razoui, à des gens comme ça qui... Il vaut mieux tard que jamais pour comprendre la tragédie et se mettre du bon côté de l'histoire, comme on dit. Quand on parle d'Algérie, je pense à tous ceux qui ont fait perdre un temps fou et beaucoup d'argent en Algérie. Je pense peut-être à celui qui a été un peu le cerveau, mais il y en a encore beaucoup, des traîtres. Ils sont encore là en Algérie. Hein. Je reviendrai sur ces traîtres-là, qui sont encore là en Algérie, qui travaillent dans l'ombre. Hein. C'est une espèce Hezb Fransa, je pense qu'on disait, Hezb Fransa. Ils sont encore là, il y en a qui ont été éjectés, d'autres sont partis. Alors, il y en a beaucoup, il y en a qui sont là, effectivement. Il y a Kamel Daoud, que j'appelle Douda, un peu, vous savez, ce morpion qui continue à ranger, celui qui a trahi son pays, qui continue à déblatérer, qui dit, il faudrait arrêter, dit-il récemment, de nous gâcher le plaisir. Il se prend déjà pour un notable, une espèce d'arriviste comme ça, servile, de nous gâcher le quotidien en parlant de Palestine. Rendez-vous compte quand même jusqu'où il va, la servitude à celui qui a pris 33 ans de cachot par contumace par Kais Saied, autrement dit la Marilyn Monroe, la Miss Météo-Politique des médias, BHL, qui est le patron, hein, un petit peu celui qui téléguide, Kamel Douda. Face à ça, il y a ceux aussi qui ont disséqué quasiment l'Algérie et qui furent des traîtres, un peu comme Sansal, évidemment. Hein, comment dirais-je, le petit comédien, enfin je veux dire un écrivain bidon, on va dire c'est Michel Houellebecq, vous savez, Michel Houellebecq, l'islamophobe. Vous savez que Sansal est allé dans une chaîne qui s'appelle Frontières, qui est une chaîne d'extrême droite. En fait, il peut donner la main à son copain Houellebecq qui, lui, vomit l'islam aussi ouvertement. Je pense aussi à celui qui a dépecé l'Algérie et qui est protégé par ses petits amis, à savoir Bouchouareb, qui fut aussi un voleur avec quelques milliards. Je pense aussi à un homme décédé aujourd'hui qui avait emporté ses milliards avec lui dans la tombe, mais au Maroc, en se sauvant, c'est l'Arbi Belkher, de son vrai nom, José Aboulker. L'Arbi Belkher, c'est un nom d'emprunt. José Aboulker, qui lui a volé et a vraiment démoli le tissu économique de l'Algérie. Ça continue, hein, encore là, Chakib Khalid pour le gaz, etc. Et d'autres à débusquer. J'espère que le service secret algérien travaille, etc. Et sauront nettoyer ce chancre, ce cancer de la collaboration avec certaines autres entités économiques. Il y a aussi, il en reste d'autres à débusquer, bien sûr.
Et petite anecdote sur le gâchis et le gaspillage de l'Algérie. Lorsque Bouteflika a commencé à être malade, le feu président algérien, il a été pris pour soigner en France, oui, aux Invalides. Alors les Invalides étaient un petit peu en mauvais état, il a fallu restaurer cet hôpital-là, et l'Algérie a déboursé 20 millions d'euros. 20 millions d'euros pour accueillir le Raïs, qui voulait un 5e mandat, le type. Il voulait un petit peu refaire les locaux, 20 millions d'euros, mais comme ces services-là sont à peu près caducs, ou alors sont collaborateurs, certains services algériens, la DGSE, les services secrets, ont truffé le pavillon Bouteflika de micros. Autrement dit, l'espionnage du secret d'État algérien a été payé avec l'argent des Algériens. C'est pourquoi il faut vous dire, il faut très très vite nettoyer les écuries d'Augias, comme on dit, et voir où sont encore les traites, et comment éviter tous ces gaspillages, chers amis. Je vous remercie, j'espère avoir fait un petit peu le tour de l'actualité. J'attends vos partages, j'attends vos questions et vos pouces, etc. Et à la très prochaine fois. Merci à toutes et à tous.